Libre de droit, un podcast pensé par l'Alliance des avocats pour les droits de l'homme. Fondée en 2009, l'Alliance des avocats pour les droits de l'homme crée un lien unique entre près de 200 associations de protection des droits humains et plus de 26 000 avocats et avocates engagés pour leur défense. Bienvenue dans cet épisode de Libre de droit, un podcast créé pour mettre en lumière les lacunes du droit, les initiatives individuelles qui permettent de faire bouger les lignes et réfléchir sur de nouveaux moyens d'action pour l'avenir. Nous mènerons ensemble ces réflexions en faisant intervenir dans chaque épisode une association partenaire et un avocat ou une avocate membre de l'Alliance autour d'une thématique commune. Cet épisode sera dédié à la question de l'asile. Quel est le cadre juridique en vigueur pour les mineurs isolés étrangers ? Qu'est-ce qu'un administrateur ad hoc ? Comment se déroulent les entretiens à l'OFPRA pour les mineurs non accompagnés, aussi nommés MNA ? Pour y répondre, nous donnerons la parole à Madame Anne-Sophie Oberreiner, spécialisée en droit des affaires et membre du cabinet White & Case. Nous accueillerons également Madame Nasrine Tanine, chargée de mission sur le public des MNA à la Croix-Rouge française. Bonne écoute. Bonjour Nasrine. Bonjour Louise. Est-ce qu'avant toute chose, vous pourriez peut-être vous présenter brièvement et présenter ce que fait la Croix-Rouge ? Oui, donc je m'appelle Nasrine, je travaille à la Croix-Rouge, à la filière protection de l'enfance. Je suis chargée de mission sur les mineurs non accompagnés. Ça veut dire que je travaille sur les sujets en lien avec les mineurs isolés ou non accompagnés. Je parle du même public. Je travaille avec les établissements de la Croix-Rouge qui accueillent ce public dans le cadre de la protection de l'enfance. On a différents dispositifs à la Croix-Rouge, une vingtaine environ qui sont dédiés à ce public, qui sont là pour l'accompagnement socio-éducatif de ces jeunes et aussi leur hébergement. On a également des mineurs non accompagnés qui sont accueillis dans les dispositifs plus classiques de la protection de l'enfance, qui ne sont pas spécifiques, type maison d'enfants à caractère social, les MECS. On a également des mineurs non accompagnés qui peuvent se retrouver dans des centres maternels ou dans des centres parentaux, avec des jeunes de moins de 18 ans qui sont parents, ou des jeunes filles qui sont en attente d'avoir un enfant. On a également des jeunes qui sont accueillis dans le cadre de placements familiaux à la Croix-Rouge française, donc c'est plutôt des jeunes enfants qui sont accueillis dans des familles d'accueil. Et je fais le lien, j'ai une vigilance sur les politiques en fait, de protection de l'enfance et aussi de réaction ou d'anticipation de ces politiques en participant à différents travaux, aussi de concertation avec les autorités pour faire valoir l'intérêt des mineurs non accompagnés pour que ça puisse être pris en compte dans les politiques publiques qui concernent les MNA. En tant que mineurs, les mineurs non accompagnés ne peuvent pas engager de procédure juridique sans représentant légal. Est-ce que vous pourriez peut-être éclairer ce mot de représentant légal et dire qui peut se prévaloir comme représentant légal ? Alors oui, effectivement, donc les mineurs n'ont pas la capacité juridique puisqu'ils ont moins de 18 ans, donc ils ne peuvent pas accomplir un certain nombre d'actes. Alors on le voit à différents niveaux. Pour la Croix-Rouge française, on a des jeunes qui sont accueillis dans des établissements et qui ne peuvent pas accomplir certains actes d'eux-mêmes pour lesquels il est nécessaire de demander un consentement au juge des enfants de façon ponctuelle parce qu'ils n'ont pas de représentant légal. Donc on vit au quotidien en fait la difficulté que ça peut être de ne pas avoir de représentant légal. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, contrairement à ce qui serait dans l'intérêt des jeunes, la plupart des MNA qui sont placés n'ont pas de représentation légale, ne bénéficient notamment pas de tutelle d'État, tout en étant protégés par l'ASE. Donc dans certains départements néanmoins ça se fait, c'est même automatique. Je peux prendre l'exemple du Pas-de-Calais où les mineurs qui sont pris en charge par l'ASE sont placés systématiquement, on va dire maintenant, sous tutelle. Donc ça permet une protection plus couvrante pour ces jeunes qui vont pouvoir participer à des voyages d'études, qui vont pouvoir être soumis à des soins médicaux sans que des autorisations ponctuelles puissent être demandées à chaque fois. Il se trouve que je travaille dans le cadre d'une mission qui s'appelle la mission administrateur ad hoc. C'est une expression un petit peu, qui peut paraître barbare peut-être pour des personnes qui ne savent pas ce que ça recouvre. Donc c'est vrai que la première chose qu'on essaie de faire quand on rencontre un mineur, c'est déjà de lui expliquer ce que ça veut dire. Puisque c'est la dénomination officielle qu'il va avoir à différents moments apparaître, c'est comme ça que va être appelé son représentant légal. En réalité, c'est une personne qui, d'après les textes, peut être une personne physique ou morale, une association, et en l'occurrence c'est la Croix-Rouge française qui est en tant qu'association personne morale administrateur ad hoc, et elle va désigner en interne des bénévoles pour exercer en son nom l'activité d'administrateur ad hoc. Cette activité elle existe aujourd'hui dans le droit français au regard de deux situations qui impliquent les mineurs non accompagnés. C'est les mineurs non accompagnés placés en zone d'attente, donc qui sont maintenus à la frontière parce qu'ils ne remplissent pas les critères d'entrée sur le territoire français, ou qui demandent l'asile à la frontière, qui vont être maintenus dans ces lieux le temps que leur demande soit examinée, que leur situation soit traitée, qui généralement vont
finir par être libérés de la zone d'attente et accéder au territoire français après quelques jours, et qui sont ensuite protégés dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance. Donc les représentants légaux de la Croix-Rouge vont, dans ce cadre-là, assister les jeunes, les écouter, comprendre pourquoi ils sont là, arriver à identifier les personnes qui peuvent donner des informations complémentaires sur la situation du jeune, qui peuvent répondre aux questions de l'administrateur ad hoc, de savoir pourquoi un jeune part tout seul comme ça, ou avec des passeurs pour un pays étranger. Et c'est souvent un premier voyage, un premier pas vers l'inconnu pour ces jeunes. Et l'administrateur ad hoc va le représenter dans le cadre des procédures administratives en zone d'attente et dans le cadre des procédures juridictionnelles devant le juge des libertés de la détention notamment. La deuxième circonstance dans laquelle l'administrateur ad hoc va intervenir, c'est la demande d'asile des mineurs non accompagnés. Et dans ce cadre-là, il va accompagner le jeune en préfecture, faire l'enregistrement de la demande d'asile, puisque normalement le dossier d'asile ne peut être remis qu'à l'administrateur ad hoc. Il va y avoir ensuite un travail sur le recueil du récit auprès du jeune, pour pouvoir compléter un dossier de demande d'asile qui sera adressé donc à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, à l'OFPRA. La représentation, elle va jusqu'à l'entretien d'asile, qui est un point un peu névralgique, on va dire, de la procédure. Donc ça va être une présence à ses côtés, une intervention possible pour apporter des compléments ou pour peut-être faire reformuler certaines questions ou mieux faire entendre certaines réponses. L'idée, ça peut être aussi d'être un médiateur, un facilitateur pour cet échange. Et l'assistance et la représentation peuvent courir jusqu'à la procédure d'appel si jamais il y a une décision négative, avec la procédure devant la Cour nationale du droit d'asile, la CNDA. Je rebondis sur la préparation du récit de vie. Ma question, c'est dans quelle mesure l'administrateur ad hoc intervient dans la préparation du récit, comment réaliser ce travail de fond, comment on récolte des éléments pour étayer le récit, pour qu'il soit le plus fidèle au ressenti ou de la jeune. Ce travail autour du récit, il va souvent demander en fait déjà plusieurs rencontres, plusieurs temps, parce qu'on essaie de s'adapter en fait aux besoins du jeune. Le travail de l'administrateur ad hoc sera là du coup dans un petit peu l'ordonnancement des différents épisodes de sa vie, de faire ressortir un certain nombre de choses qui ressortent de l'asile et de remettre à un autre niveau d'autres éléments de vie qui ne rentrent pas forcément en ligne de compte dans le cadre de l'asile. Donc c'est faire un choix aussi sur certains aspects de la vie qui méritent d'être éclairés, d'autres moins. Et puis on a aussi des jeunes qui sont plus dans cette retenue de la parole. Donc notre travail, ça va être d'accompagner cette parole. Ça peut être plus ou moins facile. Parfois on envoie des dossiers qui comportent des éléments liés à l'asile pour suivre dans le process de la demande d'asile et que ça n'interrompt pas la démarche. Mais on a parfois la sensation que c'est pas un travail abouti. Parce qu'on n'est pas allé jusqu'au bout de la parole du jeune. On sait très bien que c'est compliqué. On est à la fois dans un système qui est déclaratoire. Donc il faut que les jeunes s'expriment. On rappelle, et ça c'est vraiment quelque chose qui sécurise les enfants, de savoir que c'est l'une des rares démarches pour lesquelles il n'y a pas besoin de pièces écrites. Donc ils n'ont pas besoin de justifier d'une pièce d'identité, ils n'ont pas besoin de prouver leur identité, leur âge. C'est vraiment des choses, on va partir de leurs paroles et on n'a jamais été dans une contestation de cette parole-là sur l'identité par l'OFPRA jusqu'à présent depuis qu'on fait cette activité. Donc ça, c'est des choses qui peuvent tranquilliser le jeune. On rappelle aussi que l'entretien est confidentiel, si ce n'est que les éléments vont être portés dans le dossier d'asile et que ça va être porté à la connaissance de l'organisme qui est compétent pour traiter la demande. Mais c'est des éléments de sécurisation pour le jeune. De même, c'est ce qu'on explique aussi aux interlocuteurs avec lesquels on travaille, que ce soit les éducateurs dans les dispositifs de protection de l'enfance, que ce soit les avocats, que ce soit des tiers accompagnateurs ou des membres de famille même parfois qui sont présents, parce qu'un mineur non accompagné, c'est pas forcément un mineur qui est complètement isolé, c'est aussi quelqu'un qui peut avoir des grands frères, des grandes sœurs, des oncles, des tantes, c'est pas toujours le cas mais ça peut arriver. Donc on explique à chaque fois que on est dans le respect du récit du jeune et qu'on ne va pas partager ces éléments-là avec les autres et qu'on laisse le choix aux jeunes de pouvoir les porter auprès d'autres personnes s'ils le souhaitent. Pour nous, c'est important de faire cette distinction aussi parce que comme on a aussi ce travail, on a un autre volet de travail dans les dispositifs de protection de l'enfance, dans l'accompagnement socio-éducatif des jeunes, on sait pertinemment que certains ne souhaitent pas livrer leur histoire personnelle auprès de gens qui les accompagnent au quotidien. C'est parfois plus facile de partager des éléments complexes de vie avec des personnes tierces qu'on rencontre de façon ponctuelle et qui sont vraiment affectées à une procédure en particulier, la demande d'asile, puisque la mission administrateur ad hoc s'éteint avec la fin de la procédure de demande d'asile. Comment se manifeste le soutien psychologique de l'administrateur ad hoc dans l'accompagnement de la demande d'asile en particulier du jeune ? On forme nos bénévoles à exercer cette activité. Il y a une formation initiale d'1 semaine qui comprend notamment un module sur la conduite d'entretien avec des mineurs isolés demandeurs d'asile. On encadre aussi ces administrateurs ad hoc au quotidien
qui peuvent nous solliciter pour du soutien et qui vont pouvoir répercuter les conseils apportés au quotidien dans leur pratique auprès du jeune. La question, c'est aussi de pouvoir travailler en articulation avec les différents interlocuteurs. Donc, on va parfois avoir face à nous des jeunes qui sont en grande détresse psychique, qui auront du mal à se confier. On sait que l'expression, ça peut aussi replonger le jeune dans des événements qu'il souhaiterait oublier, en réalité. Donc, on essaye d'aborder le récit, mais jusqu'à un certain point. Donc, on ne va pas aller dans l'intrusion à un moment donné. Je pense notamment à des violences sexuelles que pourraient avoir subies les jeunes. On a surtout un public essentiellement masculin. C'est des choses qui sont parfois difficiles pour eux d'aborder. On va aborder ces choses par petites touches. On sait qu'avec l'OFPRA, la question n'est pas d'aller au plus loin des détails, mais plutôt de percevoir ce qu'a pu subir ce jeune. Donc c'est ce qu'on va expliquer aux jeunes en question. On va travailler à chaque fois qu'on le peut avec la psychologue qui éventuellement accompagne ce jeune, qui le reçoit en consultation. Il peut nous arriver même de solliciter la psychologue, par exemple pour des pans de vie qu'on n'arrive pas à recueillir et qui nous paraissent importants pour le récit d'asile, mais parce qu'il y a déjà un travail en cours avec la psychologue ou le psychologue, on va le solliciter pour lui demander s'il accepterait par exemple de contribuer en livrant des éléments de vie du jeune avec son accord. Donc on peut travailler cette articulation. Ce qui est important pour nous, c'est que le jeune, il ait une personne de confiance à qui il puisse livrer ce récit. Donc si ça peut pas être l'administrateur ad hoc parce que c'est une rencontre qui se fait à la faveur de la demande d'asile et on est pris dans l'urgence de la demande d'asile puisqu'il faut envoyer le dossier dans un délai de 21 jours. On sait très bien qu'un lien de confiance il se construit pas toujours aussi vite, évidemment. On a des jeunes qui sont pris en charge parfois depuis 2 ans dans des dispositifs et qui ne sont toujours pas prêts à livrer leur histoire. Donc notre attente c'est simplement d'avoir ces éléments de vie, que ce soit directement par nous-mêmes avec le recueil du récit ou par des tiers, par des médiateurs qui vont apporter un certain nombre d'éléments avec l'accord du jeune. Ce qui nous arrive aussi, c'est de repérer un jeune en grande difficulté mais qui n'est pas suivi. Parce qu'il y a aujourd'hui une vraie carence en termes d'accompagnement sur le plan des soins psychiques. C'est valable pour les MNA comme c'est valable pour les jeunes. Il n'y a pas suffisamment de pédopsychiatres. Il y a parfois des territoires où il y a un certain désert au niveau des soins. C'est des choses qu'on a pu rencontrer par exemple dans le Pas-de-Calais où les établissements de santé étaient éloignés étaient vraiment très éloignés par rapport au dispositif d'hébergement du jeune. Il y a aussi des problèmes de traduction. Il y a l'accès aux soins qui peut être entravé parce que le personnel ne peut pas toujours recourir à des interprètes. Ils n'ont pas toujours des modules, des méthodes pour essayer d'avoir une communication qui dépasse en fait le frein de la langue. Il y a différentes problématiques. C'est vrai que dans le travail de la Croix-Rouge aujourd'hui, dans nos dispositifs, on essaie de favoriser à chaque fois une présence médicale, au minimum un infirmier et une psychologue dans chaque établissement, pour permettre de combler éventuellement les carences qui peuvent exister sur un territoire donné. Mais on sait que c'est pas toujours le cas. Et on peut beaucoup s'appuyer, si on n'a pas de ressources internes, sur les associations spécialisées ou locales, comme Primo Levi par exemple. Il y a des traitements parfois prioritaires qui sont faits de la demande des MNA. Donc on va exercer aussi la mission administrateur ad hoc, souvent comme en fait l'occasion pour nous de nous articuler avec des interlocuteurs qu'on va aller chercher parfois pour les besoins du jeune, s'ils ne sont pas déjà mis en place. Autrement, on travaille avec les interlocuteurs en place. Il y a énormément de problématiques qui se posent. Il y a des conflits de loyauté pour des jeunes qui sont pris en charge par l'ASE, qui ont l'impression de trahir leurs parents parce qu'ils font confiance à d'autres adultes. Il y a des jeunes qui ont aussi vécu des conditions de vie en France qui ont été très difficiles, qui ont été hébergés dans des hôtels sociaux pendant parfois jusqu'à 2 ans. Et on a même des jeunes dans certains départements qui n'ont quasiment pas eu d'accompagnement socio-éducatif pendant 2 ans. Donc ils sont laissés bruts à l'état brut, qu'on accueille dans le cas de la demande d'asile, sans qu'ils aient été préparés à cette démarche réellement, et sans qu'ils aient connu un réel accompagnement jusqu'alors. Et cet accompagnement, il va aussi parfois au-delà et accompagne le jeune dans ses démarches professionnelles, administratives ou quelles qu'elles soient, ou est-ce qu'il se résume vraiment à la question de l'asile ? Alors, en principe, dans les textes, il doit se résumer à la question de l'asile. Mais bon, là, on a déjà vu avec la question de l'accompagnement psychologique que ça dépasse, parce qu'à un moment donné, ce dont on se rend compte, c'est que parfois, il peut y avoir des choses qui sont existantes, mais qui ne sont pas articulées, qui ne sont pas coordonnées. Donc, on essaye de servir de fil rouge lorsque nécessaire. C'est vrai que ces questions-là, elles se posent aussi parce que ces jeunes n'ont pas de représentation légale. Donc sur pas mal d'aspects de leur vie, il y a des carences. Donc on le voit au quotidien. Donc on a des bénévoles qui sont appelés par les jeunes, qui font appel à eux parce qu'ils ont une commission disciplinaire à l'école et qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit là.
Et on se rend compte que même les professeurs, le personnel scolaire va investir l'administrateur ad hoc parce qu'ils vont identifier chez cette personne quelqu'un qui accompagne le jeune, qui fait attention à lui. Et ça, c'est aussi important pour le jeune. C'est qu'en fait, ce qui est important pour nous, sans être spécialisé sur le sujet, c'est que le jeune identifie quelqu'un qui est là pour lui. Sur l'intégration, en fait, ce qui se passe, c'est qu'un certain nombre de jeunes obtiennent donc un statut de protection internationale. Ça, c'est très important. Et effectivement, on va pouvoir les accompagner pour un certain nombre d'entre eux qui le souhaitent et qui en ont besoin dans la première démarche de demande de titre de séjour en préfecture. Donc c'est ce qui va vraiment concrétiser leur accès au séjour. C'est vraiment symboliquement, et concrètement, c'est très important pour eux. Certains ont connu vraiment des années de galère avant de se rendre compte qu'en fait, qu'ils accèdent à un séjour et que ça va être un séjour durable. Ils réalisent pas encore à ce moment-là, mais en tout cas, on peut faire cet accompagnement. Ce qu'on peut faire aussi à notre niveau, parce que ça nous tient à cœur, c'est aussi d'en informer les dispositifs de prise en charge des MNA. Parce qu'on se rend compte que beaucoup méconnaissent en fait ces procédures, que ce soit l'asile ou même les démarches de régularisation, puisque les jeunes qui sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance peuvent aussi, en tout cas pour ceux qui ne demandent pas l'asile, ou pour ceux qui seraient déboutés du droit d'asile, pourraient peut-être rebondir sur des démarches de régularisation au titre de leur prise en charge et de leur formation. Donc nous, c'est important pour nous de pouvoir véhiculer l'importance d'accompagner ces démarches-là. Souvent, dans le cadre de nos formations, on se rend compte qu'il y a une confusion pour les professionnels de l'enfance. Une confusion entre la protection internationale, qui est assortie d'un statut de protection, celui de réfugié ou celui de protection subsidiaire pour ceux qui ne remplissent pas les critères du statut de réfugié, et la protection administrative et judiciaire dans le cadre de la protection de l'enfance. Certains nous disent non, il est pris en charge par l'ASE, donc la demande d'asile, ils n'arrivent pas à faire le lien, ou alors ils ont cette impression que ça couvre le même périmètre, ou alors c'est parce que derrière la protection internationale, ils n'arrivent pas à déterminer exactement ce qu'il y a derrière. Donc c'est déjà un premier pas de pouvoir expliquer la distinction qu'il y a entre les deux. On peut très bien demander l'asile et ne pas être protégé par l'ASE. On peut très bien être protégé par l'ASE sans demander l'asile. Et les deux choses sont distinctes. Il faut pouvoir mener les deux choses de front. Donc nous, notre travail, c'est vraiment de faire en sorte que la demande d'asile elle puisse être enclenchée dès le départ, au plus tôt, si ça répond aux besoins du jeune. On essaie vraiment de sensibiliser les personnels par rapport à ça, parce que si jamais il y a une réponse négative qui intervient, ça peut permettre peut-être de rebondir sur autre chose, de travailler autre chose. On sait très bien que les jeunes arrivent parfois même à 17 ans. Donc à 17 ans, quand on est en protection de l'enfance, c'est déjà difficile de travailler sur un projet d'insertion. Donc c'est vraiment crucial que cette demande puisse se faire dès le départ. On essaye donc de sensibiliser les personnels sur cette question de l'asile, sur les droits que ça recouvre. Par exemple, on se rend compte que ce qui est méconnu, c'est qu'une personne qui est toujours en demande d'asile, qui était mineure mais qui passe majeure, a droit en fait à certains dispositifs, à la fois d'hébergement et à la fois en termes d'allocation financière pour des demandeurs d'asile passés majeurs. Et ça, c'est une information qui n'est pas très connue. Donc ce qu'on va pouvoir faire parfois, c'est accompagner ces jeunes, pas forcément dans toutes les démarches, mais au moins l'amorce auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pour permettre à ces jeunes d'accéder à ces droits et pour qu'ils ne soient pas laissés pour compte. Surtout qu'il faut se rappeler qu'à 18 ans, normalement, c'est la sortie du dispositif de protection de l'enfance. Même si maintenant il y a une nouvelle loi relative à la protection des enfants qui renforce en fait les possibilités d'accès à un contrat jeune majeur. Pour certains d'entre eux, on sait très bien que dans les faits, ils vont devoir quitter le dispositif à 18 ans. Et c'est le travail des professionnels de pouvoir préparer et anticiper l'accès au séjour des jeunes ou l'accès aux différents dispositifs à la majorité. Donc voilà, cette intégration, on la travaille à la fois avec le jeune, en l'informant de ses droits, en l'accompagnant physiquement, en faisant le lien avec les différents partenaires, mais on le fait aussi en travaillant avec ceux qui les accompagnent au quotidien et qui ont aussi à cœur qu'ils se retrouvent pas dans une voie de garage et qu'il ait vraiment à la sortie un dispositif sans qu'il y ait de discontinuité de prise en charge entre la protection de l'enfance et un dispositif par exemple pour majeurs. Et ce dispositif-là d'administrateur ad hoc, est-ce que selon vous il comporte des limites ? Il comporte des limites liées déjà à son périmètre même tel qu'il a été défini par les textes qui ne correspond pas à la réalité des besoins des jeunes. Donc il est limité à l'asile. C'est ce qu'on rappelle à chaque fois aux jeunes, que notre action se termine avec la procédure, qu'elle se termine avec l'accès aux 18 ans. Et que souvent, c'est pas toujours compréhensible parce que c'est des jeunes, à 18 ans ou 18 ans et un jour, au final, les besoins sont les mêmes. Mais en réalité, la représentation légale s'arrête. Donc, pour nous, c'est important de pouvoir faire le relais, d'où l'intérêt de cette collaboration avec l'Alliance des avocats des droits de l'homme, pour permettre qu'un référent soit toujours là et que le jeune comprenne qu'il y a un relais et que les 18 ans, c'est pas le coup près qui signifie la fin de tout ce qu'il avait avant. Et puis l'autre limite, je dirais, inhérente à la fonction et qu'on rappelle aussi souvent, c'est que nous ne sommes pas décisionnaires.
dans le cadre de toutes ces procédures. On est souvent investi d'un rôle qui est bien plus grand que celui qu'on a. Et c'est important pour nous de rappeler qu'on est dans l'accompagnement, qu'on est dans l'aide, dans le soutien. On va porter la voix du jeune, mais au final, c'est pas nous qui allons décider. On peut jamais garantir qu'un statut va être accordé. On peut pas garantir qu'une procédure d'appel va aboutir. Par contre, ce qu'on peut faire à notre niveau, c'est préparer au mieux le jeune pour faire en sorte d'obtenir ces protections. Et ce qu'on voit dans les faits, que ce soit pour les MNA, mais c'est vrai aussi dans d'autres circonstances avec d'autres associations qui interviennent auprès des demandeurs d'asile, un accompagnement, ça change beaucoup. Ça fait que le jeune, il est préparé, voilà, tout en restant dans un récit qui reste spontané et sincère. Mais il est mieux préparé à ce qu'il attend et il comprend les enjeux. Et du coup, on a souvent des jeunes qui attendent avec impatience cet entretien parce qu'ils se sentent prêts et ils savent ce qu'ils ont à dire. Tu disais tout à l'heure que les administrateurs ad hoc n'accompagnent pas les jeunes après leur majorité. Est-ce que officieusement, l'administrateur ad hoc continue à accompagner le jeune un petit peu après sa majorité ? C'est quelque chose qui peut se faire, mais pour nous, ce qui est important, c'est que ça réponde à une demande vraiment du jeune. On prépare nos bénévoles aussi parce que c'est important pour la suite de leur mission à eux, puisqu'ils sont supposés accompagner quand même plusieurs jeunes demandeurs d'asile, donc il faut pouvoir ouvrir une histoire et pouvoir la refermer pour pouvoir mieux accompagner la personne d'après. Et ça fait partie aussi des limites de la fonction que je n'ai pas abordées, mais qu'on travaille. C'est pas toujours simple, parce que c'est vrai que parfois des accompagnements peuvent durer jusqu'à 2 ans. Parfois ils sont plus courts, mais très intenses, parce qu'il y a des événements particuliers qui vont intervenir avec des jeunes qui sont plus vulnérables, plus en demande d'accompagnement que d'autres. Une partie de notre travail, c'est aussi de renvoyer les différents interlocuteurs aussi à leurs responsabilités, quitte à les accompagner ou les aider s'il le faut. Donc si on est appelé par un foyer, par un dispositif qui nous pose des questions sur certaines démarches, l'accès au séjour, on va les renseigner, on va les orienter, on va leur donner des informations pour qu'ils puissent peut-être rebondir, eux, dans cet accompagnement, ce qui va aussi participer à leur formation, à la fois pour ce jeune et à la fois pour les autres jeunes qu'ils accueilleraient. Sur la prise en compte de la vulnérabilité des mineurs non accompagnés, quel est le rôle de l'administrateur ad hoc ? Est-ce qu'il est possible, par exemple, de pouvoir faire des signalements en cas de danger au juge des enfants ? Voilà. Alors, ça nous arrive ponctuellement de pouvoir faire des signalements. On l'a déjà fait, alors soit ça passe par une information à la CRIP, à la cellule de recueil des informations préoccupantes, soit ça peut passer par un signalement de danger au procureur. Je pense à une situation qui s'est mal terminée, mais effectivement on avait émis un certain nombre d'alertes pour un jeune qui était sans doute insuffisamment pris en charge. Et effectivement, c'était un jeune qui était hébergé dans un hôtel et qui aurait sans doute nécessité un accompagnement quotidien. Aussi parce qu'il avait des problèmes psychiques très importants. En tout cas, sur l'instant, qui n'avaient pas été mesurés à leur juste valeur. Donc, c'est effectivement des choses qu'on peut faire auprès des autorités. Ça peut fonctionner ou ça ne peut ne pas fonctionner. Après, on a éventuellement d'autres recours comme une information au défenseur des droits dans certaines situations. Ça n'a pas les mêmes intérêts, les enjeux ne sont pas les mêmes. C'est vrai que le signalement, l'information, on est vraiment là dans l'urgence pour démêler une situation, pour résoudre une situation immédiate qui est compliquée. Le recours au défenseur des droits, ça peut permettre parfois de revenir sur des situations qui se sont achevées, mais où on a pu déceler un certain nombre de dysfonctionnements et sur lesquels une enquête pourrait être le bienvenu, avec la participation de tous les interlocuteurs concernés pour essayer de tirer les conclusions un petit peu de ce qui s'est passé et pour qu'une décision puisse être produite avec des recommandations à l'adresse pour qui une réforme des pratiques est nécessaire. Donc voilà, c'est des choses aussi qu'on peut essayer de mettre en place. Et puis au quotidien, notre travail, ça va être de faciliter en fait le lien, de faire remonter en fait des demandes du jeune qui peut-être n'ont pas abouti toutes seules, mais qu'on va soutenir. Et je dois dire qu'on a un travail très intéressant actuellement avec l'ASE de Paris, puisqu'on est dans un travail de confiance réciproque pour faire valoir parfois des difficultés que nous remontent des jeunes par rapport à la prise en charge, qu'on va pouvoir signaler et qui vont pouvoir être prises en compte. Et ça, c'est important pour nous, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on va vraiment jouer un rôle de médiateur, sans parti pris, parce qu'on sait que c'est compliqué aussi, il faut quand même le reconnaître dans la protection de l'enfance. Nous-mêmes, on est confrontés à des difficultés de recrutement
Aujourd'hui, il y a une vraie crise qui est traversée par le secteur social, avec une crise des vocations, avec un manque de personnel formé, avec des équipes qui bataillent au quotidien, avec des périmètres, un nombre de jeunes qui est beaucoup trop important par rapport à ce qui devrait être en réalité. Donc il faut vraiment être dans un esprit de compréhension et de travail collaboratif ensemble pour pouvoir répondre à plusieurs aux besoins que peut exprimer ou qu'on peut percevoir en tout cas du jeune. Merci beaucoup Nasrine. Merci à vous. Bonjour Anne-Sophie, merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que d'abord, pour commencer, tu pourrais te présenter, nous dire un peu ce que tu fais? Bonjour Victoire, bonjour Louise, et merci beaucoup. Donc je m'appelle Anne-Sophie et je travaille au sein du département droit pénal des affaires du cabinet d'avocats White & Case depuis 6 ans et demi maintenant. Et je fais beaucoup de pro bono pour la ADH et notamment des accompagnements et des préparations aux entretiens à l'OFPRA. Avant de rentrer dans la question vraiment de l'asile et plus spécifiquement de l'asile pour les mineurs non accompagnés, est-ce que tu pourrais nous faire un point sur la façon dont est déterminée la qualité de mineurs étrangers en France ? En fait, l'évaluation de l'âge d'un MENA, elle est faite par le DEMI. C'est l'unique bureau d'évaluation pour les mineurs isolés étrangers. Et donc le personnel du DEMI va évaluer l'âge du MNA avant leur prise en charge potentielle par l'ASE, par l'aide sociale à l'enfance. Si le DEMI considère que le mineur, le MNA, est finalement majeur, à ce moment-là, il peut y avoir un recours devant le juge des enfants. Donc pour évaluer l'âge, on va regarder l'état civil de la personne, sa composition familiale, son cadre familial, ses conditions de vie dans son pays d'origine, son motif de départ et évidemment son parcours migratoire jusqu'au territoire français. Et bien sûr aussi ses conditions de vie sur le territoire français depuis qu'il est arrivé. En fait, cette évaluation sociale, elle va avoir pour objet principal de permettre aux services chargés de l'évaluation d'émettre un avis et d'éclairer le président du conseil départemental quant à la minorité de la personne qui se déclare donc mineure non accompagnée. Et alors, l'appréciation visuelle et comportementale, elle est bien sûr hyper importante pour l'évaluateur. Mais donc, même si elle fait partie de l'évaluation sociale, on ne se fonde pas uniquement sur la seule apparence physique. Pourquoi ? Parce qu'il y a des limites, c'est-à-dire qu'il y a une marge d'erreur qui peut être très importante pour la seule évaluation physique de la personne. Et comme on le sait, c'est très subjectif. L'apparence physique de la personne peut être marquée par les conditions de vie difficiles, mais aussi par le parcours migratoire. Notamment si le jeune a vécu des traumatismes comme la traite, la prostitution forcée, etc. Et aussi cette technique de visualisation, on va dire physique, elle ne tient pas compte de la maturité psychologique, de la maturité émotionnelle de la personne en question. Cette technique aussi peut être perçue un peu comme anxiogène ou invasive, parce que finalement, c'est juste une observation visuelle. Donc, ce qui permet d'évaluer l'âge, c'est vraiment toutes les informations qui sont rassemblées pendant l'entretien, qui doivent être analysées, et au regard notamment des éléments relatifs au pays en question aussi, le contexte géopolitique, d'où vient la personne, la situation économique, les tensions entre différentes ethnies par exemple, les tensions religieuses, sociales, les pays traversés aussi. Donc vraiment le parcours migratoire, les modalités de transport utilisées et ce qui fait que l'évaluateur pourra vraiment constituer un ensemble d'éléments qui pourront corroborer les propos aussi de la personne en question. Comment on va déterminer qu'un mineur isolé va rentrer dans le cadre d'une demande d'asile ? Alors, qu'on soit donc un majeur ou un mineur non accompagné, il n'y a aucune différence par rapport à la demande d'asile. En fait, c'est la même procédure. La personne va envoyer son dossier, donc souvent à l'aide de son administrateur ad hoc ou de son éducateur aussi. Et la rédaction du récit de vie, c'est vrai que c'est assez important. Il doit faire en moyenne entre 1 et 3 pages. Mais en même temps, il faut essayer de conserver au maximum les mots et les expressions du demandeur d'asile. Et le but
de ce récit de vie, donc qui sera envoyé à l'OFPRA, c'est vraiment de montrer qu'est-ce que la personne craint en cas de retour, comment et où cela peut-il arriver, quelles sont les personnes ou les institutions qu'on craint, quels sont les motifs de ces craintes. C'est vrai qu'il faut un petit peu pouvoir mettre l'OFPRA sur des pistes et les éléments importants en fait qui se réfèrent à la personne. Sachant que le plus important reste le rendez-vous à l'OFPRA. Donc si par exemple on a des incohérences au niveau du récit écrit, ce qui va compter c'est ce qui sera dit à l'oral. Donc après l'envoi du dossier de demande d'asile à l'OFPRA, le demandeur d'asile va recevoir une lettre d'enregistrement de sa demande d'asile par l'OFPRA et ensuite une lettre de convocation à l'entretien. La préparation à l'entretien en amont, elle est vraiment primordiale pour faire non seulement connaissance avec le demandeur d'asile, lui expliquer la teneur de l'entretien, la procédure surtout, parce que c'est vrai que souvent donc c'est l'administrateur ad hoc ou par exemple les éducateurs qui expliquent tout au MNA, mais c'est vrai que nous les dossiers qu'on prend sont des personnes qui sont jeunes majeurs, qui peuvent plus être accompagnées par un administrateur ad hoc, donc en fait nous on va prendre le relais et essayer de les aider et de les accompagner. Donc le but en fait de cette préparation à l'entretien, c'est vraiment de passer du temps avec la personne, de lui expliquer donc toute la procédure, lui donner beaucoup de conseils aussi sur le déroulement de l'entretien, le fait de parler fort, de bien articuler, de donner beaucoup de détails. Ça c'est très important, c'est donner beaucoup de détails qui soient pertinents et respecter dans la mesure du possible la chronologie des événements. La préparation, elle est très importante parce qu'elle permet aussi de soulever des incohérences qu'on a vues dans son récit de vie et de montrer aussi à la personne le niveau de détail qui sera attendu par l'officier de protection lors de son entretien à l'OFPRA. Il faut vraiment avoir une écoute active, bienveillante, faire preuve d'empathie et être attentif à tous les détails, mais aussi évidemment faire preuve d'ouverture d'esprit, mais aussi faire preuve d'ouverture d'esprit interculturel. Parce que c'est vrai qu'on va être confronté à des événements, des personnes qui viennent de partout, même si majoritairement ce sont des gens qui viennent, les dossiers en tout cas que j'ai, c'est plutôt des pays d'Afrique ou Afghanistan par exemple, mais on est quand même confronté à des événements ou des environnements qu'on connaît peu, donc des cultures très différentes. Quand je pense par exemple à des cas d'excision, ou ce sont des choses quand même très lourdes et auxquelles on est confronté, et il faut que la personne se sente vraiment en confiance aussi et qu'elle puisse s'ouvrir et raconter sa vie, raconter ce qu'elle a vécu. Donc il faut que la personne se sente soutenue. Et donc il y a aussi une approche vraiment psychologique et de soutien moral qui est essentielle, ça c'est sûr, avoir vraiment une écoute attentive et active. Et bien sûr, ça peut aussi demander de faire des recherches à côté, non seulement sur les tensions ethniques, de certains endroits dans le pays spécifique, etc. L'idée pendant la préparation, c'est vraiment de poser beaucoup de questions à la personne. Et ce que je fais, c'est que je stoppe un petit peu la personne à chaque fois pour qu'elle aille plus loin dans ses réponses et lui demander le plus de détails possible. Et c'est vrai qu'on peut poser des questions qui sont souvent inconfortables et qui sont compliquées. Alors évidemment, c'est pas pour mettre mal à l'aise la personne ou la piéger, c'est vraiment pour l'amener à donner le plus de détails possible sur sa situation, parce que les questions que je vais lui poser, on va lui poser aussi à l'OFPRA. Et il faut que la personne soit vraiment la plus précise possible dans ses réponses, donc donner des détails. Et c'est vrai que le but de cette préparation, c'est vraiment de cibler et de souligner les événements qui sont déterminants. Une jeune fille voulait demander l'asile en fait pour des raisons de traite sur le parcours migratoire. Donc elle est partie d'un pays et elle se demandait si elle pouvait demander l'asile pour des raisons de traite sur son parcours migratoire, et en fait la réponse est non, parce que ce qui compte, c'est ce qui s'est passé dans son pays d'origine. Donc l'OFPRA va regarder les craintes personnelles de la personne. Pourquoi est-ce que la personne ne peut pas rentrer dans son pays ? Ce qui s'est passé pendant le parcours migratoire, et en plus de ça, ça arrive très souvent, des parcours migratoires très compliqués, des situations de traite, notamment en Libye, c'est quand même très fréquent et c'est terrible. Malheureusement pour l'OFPRA, ce qui compte, c'est vraiment le pays d'origine et pas ce qui s'est passé pendant le parcours migratoire. Et en parlant justement un peu donc de parcours migratoires qui sont souvent difficiles et de la préparation de l'entretien, est-ce que la vulnérabilité justement du demandeur d'asile, elle est prise en compte aussi au moment de l'entretien ? Alors la vulnérabilité, ça dépend si l'entretien se passe de manière compliquée ou parce que souvent il y a quand même beaucoup d'émotions. J'ai une fois un jeune qui a fait une crise d'angoisse pendant l'entretien, qui a énormément pleuré. On s'en occupe, on va lui chercher de l'eau, on le calme un peu, et de toute façon c'est noté dans son dossier. Après, si la personne est très vulnérable pendant l'entretien, à la fin, moi je peux formuler des observations et dire voilà, la personne elle est très émue, ça a été très compliqué comme entretien, etc. Donc après, il faut que la personne réponde à ces questions. Le but c'est qu'il évalue la situation de la personne, donc il faut donner aussi beaucoup de détails.
Et est-ce que tu peux nous raconter de manière un peu plus pratique et humaine comment se passe un entretien à l'OFPRA ? Alors, il dure en moyenne entre 1 heure et 2 heures. Grosso modo, à peu près 2 heures, 2 heures et demie, grand maximum. Donc, le demandeur d'asile va être interrogé par un officier de protection qui est un agent de l'État français et qui est tenu donc au secret professionnel et à la confidentialité. C'est ce que je répète aussi beaucoup aux demandeurs d'asile. Quand il vient au bureau pour les préparations, c'est pareil, tout est confidentiel. À l'OFPRA, c'est exactement la même chose. Et l'officier de protection va poser donc des questions au demandeur d'asile qui va devoir coopérer dans la mesure du possible. Donc, si on prend l'hypothèse qu'il y a un interprète, on a donc l'officier de protection, le demandeur d'asile et l'interprète. C'est vraiment un entretien en trio et la personne qui accompagne, notamment le conseil juridique, il n'intervient absolument pas pendant l'entretien. Moi par exemple, quand j'accompagne les demandeurs d'asile, je suis là, j'écoute tout, je peux prendre des notes, etc. mais je n'interviens pas, je n'ai pas à intervenir pendant l'entretien. Je suis là en tant qu'observatrice, spectatrice entre guillemets, et je peux formuler des observations uniquement à la fin de l'entretien. La première partie de l'entretien à l'OFPRA, ce sont des questions relatives à l'état civil de la personne, donc son identité, sa date de naissance, s'il la connaît, sa situation familiale, personnelle. En fait, on vérifie son identité, mais on lui pose plein de questions en fait sur son environnement d'origine, sur son pays, d'où vient la personne, son village, sa ville, ses oncles, ses tantes, pour dresser un petit peu un portrait et voir d'où vient la personne, comment elle vit en fait dans son pays. Et la deuxième partie de l'entretien, elle va être relative aux événements de la personne. Donc il va falloir grosso modo répondre à la question « Pour quelles raisons avez-vous quitté votre pays ?» Donc il faut que le demandeur d'asile réponde aux questions de façon vraiment complète, précise et spontanée, parce qu'évidemment l'officier de protection il a déjà lu le récit de vie. Le but c'est pas que la personne récite son récit de vie, parce qu'au contraire c'est très suspect, ça veut dire qu'on peut l'avoir appris par cœur et qu'on récite une histoire qui n'est pas la nôtre. Donner le plus de détails possible. Il ne faut pas que l'officier de protection ait l'impression de tirer un peu les verres du nez à la personne, parce que ce qui est important pour le demandeur d'asile et pour l'entretien à l'OFPRA, c'est ce qui est arrivé personnellement à la personne. Et la demande d'asile répond à des critères juridiques précis. Elle tourne autour de craintes personnelles de retour dans le pays. Pourquoi est-ce que la personne ne peut pas rentrer chez elle ? Pourquoi elle demande la protection internationale de la France ? Pourquoi la France, en fait, devrait protéger la personne ? Et ça répond à des critères spécifiques. Ce qu'on rappelle aussi pendant l'entretien, l'officier de protection rappelle à la personne que si la France accorde la protection internationale aux demandeurs d'asile, la personne est dans l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine. Et ça, c'est très important parce que si la personne retourne dans son pays, elle perd cette protection internationale. Et donc du coup, à l'issue de cet entretien avec l'OFPRA, qu'est-ce qui se passe si ensuite la demande du jeune, elle est rejetée par l'OFPRA ? Oui. C'est-à-dire que c'est la fin de la demande d'asile, est-ce qu'il y a d'autres possibilités ? Qu'est-ce qui se passe pour lui ? Alors déjà, je vais juste faire un point très rapide entre protection subsidiaire et statut de réfugié. Très rapidement, donc le réfugié, c'est un étranger qui est persécuté donc, dans son pays, mais il doit s'agir de persécutions fondées sur la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un certain groupe ethnique, l'orientation sexuelle par exemple, ou aussi risque d'excision pour les femmes, ça en fait partie, ou sur les opinions politiques. Donc là, pour le statut de réfugié, on va parler d'asile conventionnel. Les personnes reconnues réfugiées sont placées sous la protection juridique et administrative de l'OFPRA. La protection subsidiaire, c'est l'autre forme de protection. Quand en fait, on ne répond pas aux critères de statut de réfugié, c'est la protection subsidiaire qui sera attribuée. Donc, si la réponse de l'OFPRA est positive, à l'issue de l'entretien, l'OFPRA envoie un courrier au demandeur d'asile et octroie le statut de soit réfugié, soit la protection subsidiaire. Et donc dans ce cas-là, la procédure est terminée. Parce que la personne va obtenir en fait une carte de séjour. Donc dans le cas d'un statut de réfugié, c'est une carte de résident de 10 ans. Ou alors la personne aura la protection subsidiaire. Quand l'OFPRA envoie une réponse négative, le demandeur d'asile peut faire un recours devant la CNDA, la Cour nationale du droit d'asile. Et à ce moment-là, le dossier il est vraiment réévalué. Donc là, la personne sera représentée par un avocat. Et ensuite, la CNDA rendra sa décision, donc qui sera positive ou négative. Si la décision est positive, eh bien la personne aura la protection soit subsidiaire, soit un statut de réfugié. Si la réponse est négative, en principe ça s'arrête là, mais après il peut y avoir aussi des titres de séjour pour contrat jeune majeur, il y a d'autres solutions en fait qui peuvent être envisagées, c'est juste que la protection internationale n'est pas accordée à la personne.
On passe à la dernière question. Ouais. Donc c'est une question plus personnelle Oui. qui est de savoir quelles sont tes motivations à toi à prendre en charge de tel dossier par la pratique du pro bono. Ça va faire 7 ans bientôt que je suis chez White & Case et j'ai toujours fait beaucoup de pro bono au sein du cabinet, des pro bono qui sont très internationaux, qui sont envoyés par New York ou des choses à rédiger pour les Nations Unies, enfin plein de choses en fait, des dossiers de recherche aussi pour tout ce qui relève des violences faites aux femmes, enfin dans beaucoup de pays différents. Donc j'aime déjà beaucoup travailler avec des juridictions différentes. Quand je vivais aux États-Unis, je travaillais dans une organisation juridique et j'étais interprète pour l'organisation. Et je m'occupais en fait de la cellule juridique des demandeurs d'asile. Et je travaille beaucoup au sein du cabinet avec Anastasia Pichogina. Et depuis donc 1 an et demi, je me suis vraiment beaucoup intéressée au dossier avec la ADH et je trouve déjà le rapport avec la ADH hyper sympa. C'est vrai qu'on reçoit des emails très régulièrement avec un tableau. C'est très pratique parce qu'on peut voir exactement les besoins. Et c'est vrai que dès qu'on a du temps, on peut se dire ok, je peux prendre tel dossier, etc. Et ce que j'aime principalement dans ces accompagnements, dans les préparations aux entretiens à l'OFPRA, c'est que c'est très humain, c'est des choses qui sont très pratiques en fait. On se sent directement utile. Et il y a vraiment un contact avec la personne, que ce soit évidemment avec la ADH, mais le demandeur d'asile, l'administrateur ad hoc. C'est vraiment des choses que j'aime beaucoup faire. Et c'est ça qui, je pense, me plaît aussi, c'est que ça ne demande pas nécessairement beaucoup de connaissances juridiques non plus. C'est-à-dire que les préparations aux entretiens à l'OFPRA, au final, enfin en tout cas pour ma part, c'est beaucoup de bon sens. C'est vraiment l'aide et le soutien aux personnes que j'aime beaucoup. Merci Anne-Sophie. Merci beaucoup à toutes les deux.